Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Je vous fais cette vidéo parce que je suis en train de tilter sur des trucs de retraite. Euh, donc je sais pas comment vous avez commencé à lancer la chose, mais déjà vous voyez en 2018, je dis déjà, il y avait 160 milliards, 165 milliards. Alors il faut savoir que la caisse des retraites en France, alors l'histoire des 64 ans, c'est l'Europe qui est derrière, de toute façon, ça c'est clair et net. Après, c'est con à dire, mais si vous regardez les jeunes, ils sortent de l'école, ceux qui sont diplômés, ils ont 25 ans. Souvent, ils sont plus proches d'avoir la retraite taux plein, je dis bien taux plein, plutôt à 68 ans. Il n'y a pas beaucoup de jeunes Français actuellement qui se lancent dans la vie pleine active à 18 ans. Hein. Et avant, il y avait beaucoup de jeunes qui commençaient à 14-15 ans. Et c'est vrai que déjà en France, on est un des pays où on doit cotiser le plus. C'est-à-dire on fait 43 ans d'année. Or, quand je crois que c'est l'Allemagne, c'est 37 ans, je crois. Et il y a d'autres pays comme la Grèce, ils font 40 ans. Donc déjà l'histoire de retraite, vu que c'est nous qui payons le plus, comme je vous dis, hein, il y a 165 milliards quand même qui est planqué. Hein. Vous allez voir où ils sont planqués. Parce que le système retraite français n'est pas un système pur public en fait. C'est un système qui est entremêlé entre le public et le privé. Bon, ceux qui sont les mieux lotis, ce sont les Japonais, les agents publics de japonais. Donc je vais vous sortir déjà sur l'écho en 2018. Et là, on va pouvoir se poser la question, comment c'est possible d'avoir un déficit actuellement, sachant qu'il y avait l'année baby-boom, comme on dit. Je crois qu'on est en plein dedans en plus. Donc ouais, quelque part, il pourrait augmenter les retraites si on regarde plutôt que de vouloir les baisser et nous faire allonger le système. Donc quand je dis baisser, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer carrément à 40 ans et puis laisser les gens en retraite à 62 ans, même à 60 ans. Donc ils pourraient en plus augmenter un petit peu les pensions de retraite à monsieur et madame tout le monde. Ça apportera aussi de l'économie. Bon allez hop, j'accepte tout. Donc en France, comme vous voyez, il y a 42 régimes de retraite. Alors demain, grâce au régime universel de retraite que le gouvernement entend créer, le système sera censé être plus juste, car chaque euro cotisé vaudra les mêmes droits pour tous les assurés. Mais faudra-t-il pour cela confisquer et redistribuer les dizaines de milliards d'euros de réserves que certains des 42 régimes de retraite par répartition est amassé en prévention des jours difficiles avec les cotisations de leurs affiliés. Alors je ne vais pas vous faire tout le topo, si j'ai un peu de mal à vous parler actuellement. Donc la RATP qui ne dispose d'aucune réserve, la SNCF, les fonctions publiques d'État consenties par les entreprises du privé au sein de la grille agro ne doivent pas bénéficier au laxisme d'autres régimes, ainsi a déclaré le négociant du MEDEF Claude Tandil. Le régime complémentaire des salariés au privé géré paritairement a multiplié les réformes douloureuses et accumule 61 milliards de réserves
presque un an de pension versée à ses adhérents parce qu'il ne peut pas compter sur l'État pour le renflouer en cas de pépin. Voyez, mais il n'est pas le seul. Les indépendants du RCI ont stocké l'équivalent de 9 ans de pension, 16 milliards, et le libéraux à la CNAVPL complémentaire, plus de 7 ans, 22 milliards, fin 2016. Les réserves accumulées par le régime par répartition se montant en tout à 129 milliards d'euros de plus. Le fonds de réserve des retraites que tout le monde a oublié est encore assis sur 36 milliards, soit 165 milliards au total. Donc c'était en 2018. Hein. Alors vous allez me dire, mais où est cet argent? Le débat sur des réserves s'ouvrira au second semestre avec les partenaires sociaux dans l'enceinte du Haut Commissariat à la réforme des retraites. Bon, je vous évite tout le truc. Mission transverse des réserves, on doit aussi des transversales vers les engagements pris, les cotisations au régime universel seront prélevées jusqu'à 10 à 13 000 euros de revenus mensuels, alors que l'AG a ouvert les droits jusqu'à 26 500 euros de salaire mensuel. Hein. Par question, c'est que ces compléments de pension sur le cadre soient écrétés, explique le syndicat. Alors ça, c'était sur l'Écho qui disait. Alors si on part sur Le Monde, alors eux c'est en 2019. Ils me contraint à accepter leurs croquis, ils sont chiants. Les retraites sont un faux problème. C'est la thèse qui peut paraître surprenante, défendue par Gilles Raveau, un professeur d'économie à l'Université de Paris du 8e. Il a longuement expliqué sur BFM Business le 25 novembre pourquoi sans sens l'équilibre du système ne serait pas tout simplement pas menacé, car il existerait une manne de l'ordre de 150 milliards d'euros pour les retraites. Et tout à l'heure, je vous avais sorti 165 milliards. Sachant que ça doit continuer à augmenter vu qu'ils sont placés. Ces chiffres englobent le fonds de réserve pour les retraites, FRR, doté de plus de 30 milliards, et les caisses de complément avec 116 milliards d'euros, et sans même compter la caisse d'amortissement de la dette sociale, CAD, qui représente à partir de 2024 une manne supplémentaire de 24 milliards d'euros par an. Selon Gilles Raveau, en fait, il n'y a pas de problème de financier des retraites. Son intervention a été visionnée 10 millions de fois sur Facebook et nombreuses fois sur Internet. Il existe bien une cagnotte, mais elle est dispersée. C'est ce que je vous disais, qu'ils vont placer en fait un peu partout. Bon, je vais pas reprendre tous leurs trucs là. Le tableau, je vais pas trop en tenir compte. Alors, soi-disant en 2018, la caisse de retraite sera en déficit de 2,9 milliards d'euros. Mais s'il y a autant de milliards d'euros placés à droite, à gauche, comment on peut être en déficit? Donc on n'est pas en déficit réellement.
Tiens, le fameux MAC, là, en 2017, au fond, le MAC lui-même reconnaissait en 2017 dans son programme que le problème des retraites n'était plus un problème financier. L'ambition programmée de sa réforme était plutôt de clarifier et de stabiliser les règles du jeu une fois pour toutes, en mettant en place un système universel, juste, transparent et fiable, dans lequel chacun bénéficie exactement des mêmes droits. Comme je vous avais sorti tout à l'heure sur l'autre article, l'Écho, il y avait 42 quand même caisses différentes. Hein. Donc toutes ne sont pas activées aux mêmes époques. Hein. C'est pour ça que la caisse des marins est une caisse par exemple beaucoup plus riche que la caisse des agriculteurs, excusez-moi. Donc il faut se retrouver aussi par rapport au régime qu'on appartient. Donc c'est pour ça aussi que les retraites ne sont pas pareilles d'une caisse à une autre. Les montants sont variables. Il précisait cependant, dès le départ, qu'il était important à ses yeux de garantir un équilibre sur le long terme des finances des régimes de retraite, un objectif qui a rappelé sur France 2 le 26 août. Alors là, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on en fasse deux choses. Une, que notre régime, quand il entre en vigueur en 2025, soit équilibré financièrement. Et deux, que ce soit juste en termes de cotisation. Pour atteindre ces objectifs, le rapport de développement préconise de fixer les dépenses de retraite à 13,8% du PIB, un quart du budget d'État. Ces seuils arbitraires visent à empêcher les dérapages financiers, mais sont contestés par bon nombre de critiques de la réforme qui remettent en cause le choix budgétaire du gouvernement pour équilibrer les comptes et son futur régime. Le débat dépasse dans la simple existence d'une cagnotte qui permettrait de financer le système pour des décennies. Je crois que c'était celui-là. Je n'ai pas le choix encore. Il nous force à accepter leur... La baisse des cotisations sur les hauts revenus va... Excusez-moi, je vais... Ouais. La baisse des cotisations sur les hauts revenus va offrir une plus grande place à la retraite par capitalisation. Un des prêts de carré de BlackRock, le plus grand fonds du monde, à l'oreille de l'Élysée depuis le début du quinquennat. La réforme des retraites est-elle un cadeau à une destination des fonds de pension? Les structures financières au cœur des dispositifs de retraite par capitalisation. On peut raisonnablement se poser la question à la lecture des annonces d'Édouard Philippe mercredi 11 décembre. Le Premier ministre a déclaré que ceux qui gagnent des revenus supérieurs à 120 000 euros bruts annuels ne paieraient plus de cotisations retraite fixées à 28,1%. Donc je vais partir directement ici. J'évite de lire. Le fonds américain est le plus important du monde et personne n'a autant d'argent que lui. Il gère plus de 6 milliards de dollars d'actifs pour le compte de nombreux fonds de pension fin 2017. Le Canard enchaîné se faisait écho d'une réception d'une journée entière de ses dirigeants sous les ors de la République. Le 25 octobre 2017, en présence d'Emmanuel Macron, le fondateur BlackRock, Larry Fink, ne tarit pas d'éloges à l'égard du président français, notamment depuis le vote de la loi PAC. Donc une partie simplifie et développement la retraite des capitalisations en France, avec l'exonération fiscale à la clé. Nous pensons que la loi PAC constitue un effort certain d'amélioration du système d'épargne retraite volontaire, indique une note au fonds public en juin 2019.
Pour BlackRock, alors ça c'est par rapport à la réforme des retraites, ce qu'il faut retenir des annonces d'Édouard Philippe. Pour BlackRock, le gâteau qui représente la France est très appétissant. Dans le même note, il constate que seuls 130 milliards d'euros ont été collectés dans des produits d'épargne retraite à un montant ridicule par rapport à l'ensemble de l'épargne liquide des Français, 1500 milliards d'euros. Les produits d'assurance vie, euros, 1600 milliards d'euros, ou les investissements en actifs non financiers, plus de 7,600 milliards d'euros. Il y aurait donc largement de quoi grignoter des parts de marché. Vous imaginez quand même, là on parle quand même de sacrés montants. Hein. 1 milliard 600 millions. Alors là c'est 1 milliard 500 millions, 1 milliard 600 millions, 7 milliards 600 millions. La France épargne beaucoup. Il y a la préoccupation de sa retraite et pour autant, il ne s'est pas approprié l'épargne retraite, signale Jean-François Siroli, patron de BlackRock France et ex-PDG du GDF. De son côté, le gouvernement se défend de déshabiller le système de répartition. Le régime universel est fondé par la solidarité nationale jusqu'à 120 000 euros annuels. Tout le monde cotise au même taux pour se voir des droits dans la limite de ce montant, déclare Édouard Philippe. Au-delà de ce montant, les plus riches paieront une cotisation de solidarité plus élevée qu'aujourd'hui à 2,8. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas tout lire. Ouais, jusqu'à présent, il fallait dépenser 320 000 euros. BlackRock, voilà. Alors là, ici, on parle d'une histoire de 10 milliards d'euros. Dans les grandes entreprises françaises, après la Française des Jeux, Aéroports de Paris et Énergie sont les prochains sur la liste. Si BlackRock accepte de mettre la main à la poche, il siégerait alors conseil d'administration, en plus de ceux d'AXA, 5,84%, Sanofi, 5,58%, Société Générale, 5,49%, Vinci, 5,07%, Total, 5,02%, BNP Paribas, 4,88%, Vivendi, 4,72%, etc. BlackRock possède, fin 2017, environ 2% du CAC 40 et se présente en France, n'est visiblement pas léger. J'avais vu d'autres trucs à par endroit. Ouais, voilà. Encore ces trucs-là, on en est du jeu. Alors BlackRock est une énorme fonds d'investissement américain, le plus important gestionnaire d'actifs au monde, créé en 1988. Il est implanté dans une centaine de pays. Il gère aujourd'hui près de 7 milliards de dollars d'actifs dans le monde. Sur son site internet, la société créée et dirigée par Larry Flynn explique faciliter l'investissement de la clientèle privée et institutionnelle dans une large gamme d'actifs tels que des entreprises, des obligations d'État et des projets de financement. La filiale française, elle, date de 2006 et gère 27,4 milliards d'euros de fonds confiés par des clients français. Elle est dirigée par une figure bien connue du monde de la politique et des affaires, énarque et ancien conseil économique de Jacques Chirac à l'Élysée, Jean-François Siroli, a été le patron de Gaz France puis le numéro 2 du groupe après sa fusion avec Suez. Ah, tout ça je vous avais évoqué tout à l'heure.
Parce que là, je suis passé sur France Info. Ils ont notamment l'habitude de cacher certains endroits. Donc là, je vous ai retrouvé un autre document. Donc, le débat sur la réforme des retraites s'est focalisé en partie sur le fond de la pension. Il alimente en France de nombreux fantasmes. Retour sur ces géants de la finance qui sont surtout développés dans les pays anglo-saxons, qui brassent des milliards. Donc pas les Américains en premier plan. Alors que sont les fonds de pension? Une fonds de pension est une caisse de retraite créée par une entreprise ou un employeur public pour constituer un épargne à ses salariés en vue de la retraite. L'adhésion au fonds de pension peut être obligatoire ou bien facultative. La cotisation provient des salariés, mais aussi le plus souvent des employeurs. Donc, vous voyez, historiquement, le système des fonds de pension s'est d'abord développé en Écosse avec la Scottish Widows Wolf, la mutuelle créée en 1815 pour assurer des pensions au veuvage des soldats tués durant la guerre napoléonienne. Le plus gros fonds de pension est japonais. Aujourd'hui, les fonds de pension sont particulièrement nombreux aux États-Unis, mais le plus gros fonds de pension au monde est japonais. C'est celui de la fonction publique nippone, le fonds d'investissement des retraites du gouvernement créé en 1954 et qui gère l'équivalent de 1200 milliards d'euros. 1 milliard de 200 milliards, ou 200 millions d'euros, je veux dire. Je pense que ça doit être ça. Je pense pas que ce soit plus. Ah, quoique. Ah, si. 1200 milliards d'euros. Selon le classement réalisé par le cabinet Will Tower Watson, en 2017, le deuxième fonds de mieux doté est celui de la fonction publique norvégienne. 802 milliards d'euros sous gestion, puis celle des employés fédéraux américains, 436 milliards d'euros, et des fonctionnaires coréens, 415 milliards d'euros. Après, je ne peux pas vous dire si c'est du sud ou du nord. Donc, des pays comme le Danemark ou les Pays-Bas ont beaucoup misé sur les fonds de pension. Explique Henri Boule, expert de l'OCDE. Il existe en réalité une multitude de systèmes différents. Au Royaume-Uni, aux États-Unis, les fonds de pension sont facultatifs. Donc en gros, vous n'avez aucune garantie dans ces pays-là d'avoir une retraite. Seules certaines catégories de la population en bénéficient effectivement. Au Danemark et aux Pays-Bas, ils sont obligatoires. Donc ces pays-là, vous êtes sûr d'avoir une retraite. Et viennent compléter un filet social significatif et universel. Alors comment ils gèrent-ils l'argent des épargnants? Le fonds des pensions confie les sommes collectées à la gestion d'actifs qui vont faire fructifier cette épargne avec un objectif de préservation du capital. Ces gestionnaires sont des banques, des assureurs, des sociétés spécialisées. Ouais, il vaut mieux assurer déjà s'ils ont 100 milliards, il vaut mieux garder les 100 milliards. Après, si tu fais 150 milliards, c'est bénéf. Mais bon, s'ils perdent 50 milliards, c'est la merde. Hein. Là, il reparle du même truc. Vous voyez. Or, en réalité, BlackRock n'est pas sur le marché français qu'un gestionnaire d'actifs parmi d'autres. Donc, les Français Amundi du groupe Crédit Agricole. Alors, je ne sais pas si c'est 1 milliard. 1 milliard 400. Je pense que c'est 1 milliard 430 millions. Et AXA, c'est 750 milliards d'euros sous gestion. C'est énorme. Donc, vous voyez,
question de finances, retraite, c'est vraiment, vraiment qu'ils sont en train de vouloir tout mettre par terre. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a un truc, il y a une magouille financière derrière. Je vais te dire un truc, s'il y a 165 milliards de... Pourquoi c'est éteinte? S'il y a 160 milliards de d'argent placé à droite à gauche, il y a bien des vautours qui vont essayer de piocher là-dedans, et imaginez s'ils arrivent tous les ans à vous prendre 10 milliards là-dedans, ils sont qu'une dizaine de copains, ah ben c'est la fête, hein. Au bout de 7 ans, vous imaginez que ça fait un bon paquet d'argent, hein. Planquer ça dans les paradis fiscaux, évidemment. Donc vous voyez, si on fait ces recherches, hein, on se rend compte que voilà. Je vous parlais du baby boom. Donc en fait, ça s'étend de 45 à 1970. Donc ici, le baby boom est marqué par la démographie des pays développés. Ces 60 dernières années, leur départ à la retraite, puis leur mort, va peser sur les 50 prochaines. Donc pourtant, si vous regardez tout l'argent qu'il y avait mis de côté, ça veut dire que depuis... Ouais, ceux qui sont des années 50, 60 sont en train de rentrer en retraite là. Donc on est en train d'arriver encore, il y a encore pour 10 ans encore que les derniers de cette période en fait, hein, de baby boom sont en retraite. Donc c'est vrai qu'il y a moins de jeunes certes qui rentrent en travail, mais il y a quelque chose aussi qui se rajoute, parce que vous savez qu'il y a de plus en plus de machines qui prennent la place des gens, donc peut-être faire payer une taxe ou un truc sur les machines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il parle entrer dans la grande vieillesse vers 2045, j'ai du mal, excusez-moi. Extinction dans les années 2060. Donc ça, c'est la courbe en fait. Alors la France, ça se trouve juste ici. Alors c'est effectif de génération atteignant de 20 ans à 24 ans pour 100 personnes attenant 60 à 64 ans. Donc vous voyez, hein, si vous faites vos recherches, parce que c'est vrai qu'il faut prendre en compte le fameux baby boom. Alors là, vous voyez, j'ouvre la page. À quel âge nos voisins européens partent-ils à la retraite? Donc voilà à peu près l'âge qu'ils partent à la retraite, nos voisins européens. Ça, c'est l'âge minimum de départ à la retraite, hein, dans l'Union européenne. L'âge effectif de départ en retraite, donc c'est vraiment quand les gens ils prennent leur retraite.
Donc voilà ce qui parle pour 2060. Donc vous voyez, tous les articles sont là. Hein. Oui, ça c'est le revers qui sont pris en 2023 pour un premier revers en France avec le rejet de l'article 7 de la réforme des retraites 2023. Donc vous voyez, en fait, c'est l'Europe qui est derrière. Hein. Le sujet de report de l'âge minimum départ de la retraite n'est pas seulement discuté en France, il est concerné actuellement de nombreux pays européens. C'est pour ça que là, actuellement, il ne faut pas que le peuple lâche. Il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à que le gouvernement dégage. Mais il faut qu'on sorte aussi de l'Europe. Voilà. Donc vous comprenez que derrière les retraites, en fait, c'est l'Europe. Donc en dégageant le gouvernement, il faut en même temps qu'on fasse cette pierre de deux coups. Hein. Dégager le gouvernement, sortir de l'Europe. Puisqu'on nous prend pour des cons. Donc dans l'Union, l'âge effectif de départ en retraite se fixe en moyenne à 63,5 pour les femmes, 64,3 pour les hommes. Donc la France est juste légèrement au-dessus. Hein. Donc vous voyez, vous avez tous les trucs de réforme. Bon, comme ça au moins je vous ai ouvert un peu les pages. Et franchement, il y aura encore beaucoup de choses à noircir comme page. Hein. Donc faut bien comprendre que tout est derrière toujours l'Union Européenne. Hein. Le peuple n'a jamais voulu être avec l'Europe. Le peuple de France, c'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est eux qui ont voulu. Hein. C'est pas le peuple de France qui a voulu être dans l'Europe. C'est pas le peuple de France qui a voulu l'euro. C'est le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement. Donc là, le peuple, il faut qu'il dégage le gouvernement et qu'il dégage l'Europe de leur vie avec l'euro. Parce que là, en fait, je pense à mon avis qu'ils sont en train de magouiller pour voler le magot en fait. Voilà ce qu'ils sont en train de vouloir Ils sont en train de préparer l'Europe. Alors c'est pour ça qu'ils sont même prêts à signer un chèque de 40 milliards d'euros. Ah bah oui, s'ils piquent les 165 milliards d'euros. Hein. Et il y a vraiment... l'autre, il doit être bien payé derrière avec Borne, hein, là-dessus. Bon, je vous dis à plus.